Salut à tous, alors on est sur l'épisode 2 du vlog. Vous êtes quelques-uns à avoir regardé l'épisode 1, j'espère que ça vous a plu. Pour le moment c'est beaucoup de gens habituels, de la communauté habituelle qui ont vu, donc il n'y avait pas beaucoup d'informations très nouvelles sur le premier, on plante un peu le décor. Ici on va parler de draft parce que la draft WNBA elle arrive vendredi dans quelques jours, hein. Et donc il y a enfin un peu d'actu quoi. C'est-à-dire que depuis la fin de la saison, on attendait avec impatience la reprise. Et puis là, on se retrouve tous sur le flanc, confinement. Et là, on a enfin de l'actu. La draft, elle est maintenue. Elle est maintenue de façon virtuelle, fatalement. Il n'y aura personne dans la green room. Les joueuses seront chez elles. Mais c'est maintenu quand même. Je pense que ça devrait se passer comme d'habitude. Il y a eu une interview il n'y a pas longtemps de Mike Thibault qui en parlait un petit peu en disant que du point de vue des équipes ça changeait rien d'un point de vue de la logistique en fait, hein, parce que les équipes elles sont déjà au téléphone, elles sont déjà avec des connexions, elles envoient des messages, tout se passe déjà comme ça. Donc il dit la seule différence c'est que plutôt qu'être dans la même salle de réunion, ils seront chacun chez eux avec des logiciels de visioconférence comme on utilise un peu tous pour le moment. La vraie différence, c'est pour les joueuses qui n'auront pas la chance d'être appelées, d'avoir leur nom, de pouvoir se lever, d'aller serrer la main de la commissionneur et qui devront le faire de chez elles. Et donc, voilà, maintenant il faudra voir comment ça va se passer. Ça va être diffusé sur ESPN. La première chaîne, ce qui est assez nouveau, vu que les autres années, c'était plutôt relégué à des chaînes annexes. Et donc là, comme il y a quand même un trou, qu'il n'y a pas de sport, elles ont réussi, et ça peut peut-être profiter quand même au sport féminin. Elles vont être sur la première chaîne, donc ça c'est assez bien. Et moi je suppose que les chaînes télé vont faire ça bien pour pouvoir prévoir des duplex avec les principales attendues. Donc la draft c'est vendredi soir. J'ai pas l'heure par chez nous. Habituellement, à mon avis, ça doit être aux alentours de 1h du matin. J'espère être devant. Je vais essayer si je suis pas trop fatigué à ce moment-là et que je trouve un bon lien. Mais je devrais être devant. On va essayer de commenter tout ça et de voir surtout le choix que vont faire les Mystics. Alors, petit rappel pour des gens qui éventuellement tomberaient là-dessus et qui ne connaîtraient pas trop le principe. La draft, c'est quoi ? Un peu comme dans tous les sports américains. Les sports américains, ils fonctionnent avec... c'est une ligue fermée, donc il n'y a pas d'équipe montante, descendante. C'est toujours les mêmes équipes. Et donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas des équipes fortes qui deviennent de plus en plus fortes et qui ait un certain équilibre dans la ligue, il y a ce principe de draft. Donc à la fin de la saison, en gros les équipes les plus mauvaises vont pouvoir piocher dans les jeunes joueuses qui viennent de l'université et schématiquement plus vous avez été nul et plus vous allez pouvoir choisir en premier pour choisir les meilleures joueuses et rééquilibrer la ligue. Alors en WNBA il y a 12 équipes. Donc il y a 12 choix par tour et il y a 3 tours. Donc chaque équipe de base peut choisir 3 joueuses au premier tour, au deuxième tour, au troisième tour. Donc il y a au total 36 joueuses qui vont être choisies pour pouvoir potentiellement rentrer dans la ligue. Alors dans les faits, la plupart du temps, le premier tour, elles ont de fortes chances quand même de rentrer dans une équipe. Deuxième tour, ça devient vraiment vraiment tendu et troisième tour, la plupart du temps, non. Mais voilà, elles ont leur première possibilité de rentrer, d'être souvent invitées au camp d'entraînement et éventuellement pouvoir faire leurs preuves. On a quand même des beaux exemples. Rien que chez les Mystics, Emma Messman c'était un choix 19, Tasha Cloud c'était un 15e choix. Donc Maïcha Heinz-Allen qui est en fin de rotation chez nous, mais c'était aussi un choix 19. Donc voilà, un deuxième tour, ça n'exclut pas de pouvoir rentrer dans une équipe. On va vraiment s'intéresser à qui les Mystics vont choisir et surtout qui les Mystics vont choisir au premier tour. Parce que voilà, comme on a été champion,
Les Mystics sont à chaque fois le dernier choix par tour, vu qu'elles ont été la meilleure équipe, donc le choix numéro 12, le choix numéro 24 et le choix numéro 36. Moi ici je vais m'intéresser au choix 12 parce que déjà le choix 12 c'est déjà bien galère à prévoir et à pronostiquer. Les choix 24 et 36, là ça devient complètement ésotérique. Et donc pour ça, moi c'est confiance totale en Mike Thibault. Donc Mike Thibault c'est le coach des Mystics, mais qui a aussi les responsabilités de general manager, président des opérations basket. Enfin en gros il gère le sportif de A à Z aux Mystics. Il s'occupe aussi des contrats, du recrutement, du scouting. Voilà, c'est lui qui a vraiment construit de A à Z l'équipe des Mystics qu'on a actuellement. Et je crois que ça fera l'objet de la prochaine vidéo parce que j'ai vraiment envie de parler de lui. Ça fait déjà 2 fois que je le dis. Donc voilà. Et donc, qui les Mystics vont choisir? Ça, c'est la grosse inconnue parce que comme on va choisir en 12, il y a fatalement déjà 11 équipes qui auront choisi avant, et donc la possibilité que des profils qu'on avait repérés tombent avant. C'est pour ça qu'on a un peu dans tous les médias sportifs qui s'intéressent à la WNBA actuellement, des mock drafts, donc des prévisions qui sortent. C'est toujours intéressant. Et alors, chez Swish, je vais y arriver, pardon Stéphanie, chez Swish, il y a une mock qui est sortie hier, donc je vais mettre le lien dans la description et je vous invite vraiment à aller lire la mock pour voir un peu qu'est-ce qui est prévu chez quelle équipe. Il y a certaines joueuses qui font vraiment consensus. En numéro 1, il n'y a absolument aucun doute à 99,99% de chance, Sabrina Ionescu qui va être choisie par New York, par le Liberty. Et puis après, derrière, le top 3 est pratiquement sûr, et je vais dire jusqu'au top 5, 6, 7. Il n'y a pas vraiment d'inconnus, quoi. Il y a peut-être éventuellement des joueuses, enfin, des petites interversions là-dedans, mais voilà. Par contre, à partir du poste 8, du pick 8, ça devient un peu plus compliqué à choisir. Et donc là, il y a plusieurs joueuses qui peuvent éventuellement tomber et être disponibles encore en 12. Je vous invite à aller voir sur la chaîne, sur le compte Twitter. En tweet épinglé pour le moment, j'ai fait tous des profils, j'en ai fait 9 je pense, de joueuses qui sont à peu près projetées dans notre range. Et donc voilà, la vidéo ici, ça va pas être le but va pas être de vraiment refaire tous ces profils parce que ils sont déjà faits et je vous invite vraiment à aller les lire, mais c'est de parler vraiment juste de nos besoins et de ce que moi personnellement j'adorerais et je voudrais pour cette équipe. Parce que voilà, la première question c'est de se poser c'est quoi nos besoins, sur quel poste on doit drafter. Faut savoir qu'on part avec une équipe l'année passée qui a été championne, donc qui fatalement est assez complète. On n'avait pas vraiment de gros manques. Toujours, une équipe on n'a pas vraiment de réel pivot. On a Latoya Sanders au pivot, elle c'est vraiment son poste. À part ça, Emma Messman est parfois décrite comme pivot, mais c'est un peu plus limite par séquence. Donc voilà, c'est un poste sur lequel on n'est pas hyper riche, surtout que Latoya Sanders, elle a quand même déjà, si je ne me trompe pas, 33 ans. Donc elle a encore été très solide, c'est une des joueuses, vraiment une des joueuses les plus sous-estimées sur la saison passée. Elle a fait un énorme boulot, entre autres en play-off, dont on ne parle pas assez souvent, vraiment. Mais il faut peut-être commencer à penser à l'après. Et voilà, mais sinon, de façon globale, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a de gros manques et de gros déficits sur cette équipe, vu qu'on a été champion. Après, on a perdu Christy Tolliver, qui était vraiment une des 3 joueuses les plus importantes pour moi sur la saison passée. Donc meneuse arrière, gros handle, belle passeuse, du shoot.
très bonne shooteuse, très clutch. Donc voilà, moi personnellement c'était vraiment une chouchoute, donc assez triste de l'avoir perdue. Mais on a compensé son départ pendant l'intersaison par l'arrivée de Leilani Mitchell, qui était avant au Mercury de Phoenix, et qui, bon, c'est dans un style très différent, mais qui vient globalement remplacer poste pour poste, quoi. Donc c'est les lignes arrière et pas mal de shoot. Donc, bon, Leilani Mitchell, c'est pas du tout le niveau de Christy Toliver. Donc, sur le papier, on y a perdu quand même. Mais de là à savoir, est-ce qu'on va vraiment drafter une arrière pour remplacer ça? Je suis pas sûr du tout. Dans le sens où faut pas oublier qu'on a notre rookie de l'année passée qui avait été choisi. Donc l'année passée, je crois qu'on avait le pick 10 l'année passée, un truc comme ça. Kiara Leslie qui a été blessée, qui n'a pas joué de la saison. Et qui donc va normalement, si tout va bien, en tout cas il n'y a pas de drapeau rouge à l'horizon, elle est censée jouer cette année-ci. Donc Kiara Leslie, sur le papier, c'est une arrière aussi. Donc, est-ce que ce sera pertinent vraiment de drafter une arrière, une ailière, une intérieure? Franchement, c'est le flou complet. Surtout qu'il y a un autre point qu'il faut mentionner, c'est que de façon globale, essayer de prédire le choix que va faire Mike Thibault, c'est un combat perdu d'avance. Chaque année, son choix est complètement inattendu. À chaque fois, on se dit mais qu'est-ce qu'il va nous choisir là? On est potentiellement déçu, c'est-à-dire qu'on s'y attend pas, on ne sait pas trop où il va. Mais jurisprudence, franchement, le mec n'a pratiquement jamais fait de mauvais choix, que ce soit aux Mystics ou que ce soit même avant. Bon voilà, c'est troisième teasing, troisième fois que je le dis, mais je vais vraiment en parler prochainement parce que c'est assez intéressant de voir qu'en termes de scouting et de choix de talent, il a quand même quelques beaux coups à son actif, et entre autres sur la construction des Mystics, c'est assez primordial. Donc voilà, confiance totale en Mike Thibault, qui fera, je pense, un bon choix. Mais bon, c'est le jeu, on va quand même essayer de voir qui on pourrait choisir. Alors, dans les points qui sont quand même un peu manquants dans le profil de l'équipe, on a quand même une équipe avec beaucoup de shooteuses, le ballon circule bien, donc ça pour moi c'est quand même des prérequis. C'est qu'on prendra, je pense, la joueuse la meilleure possible, et elle ne sera pas spécialement choisie pour contribuer tout de suite. Parce que Mike Thibault, il n'a pas du tout peur de prendre des joueuses juste dont le plafond est le plus haut possible et qui va pouvoir développer petit à petit. Maintenant, ici, il est dans une situation différente, c'est-à-dire que depuis 2013 où il est là, il a récupéré une équipe qui n'était pas très forte. Et donc, par exemple, quand il choisit Emma Messman en 2013, il a le temps de la développer. Parce que voilà, son équipe, elle n'est pas très forte, et Emma, elle va avoir le temps de petit à petit éclore pour finalement devenir ce qu'elle est maintenant, une star, une joueuse dominante, MVP des finales, et voilà. Ici, l'équipe, elle a été championne. Il y a quand même toujours dans l'idée de se dire que tu essayes de faire le doublé, tu essayes d'y retourner, tu as une équipe qui est compétitive, tu as quand même toujours ta MVP de l'année passée, Elena Delle Donne, ta MVP des finales, Emma Messman, tu as perdu Christy Toliver, tu l'as remplacé. Bon voilà, je discuterai à mon avis une autre fois de la saison prochaine, de l'intersaison, et de voir un peu où on va. Mais voilà, il n'est pas sûr du tout qu'ils choisissent une joueuse pour contribuer tout de suite. Mais d'un autre côté, dans l'optique de se dire qu'on retourne au titre, ça peut être intéressant aussi d'avoir une joueuse qui est déjà prête à jouer et qui est déjà prête à avoir un impact tout de suite. Et alors, dans les points, si on veut vraiment améliorer l'équipe tout de suite, qui sont quand même assez négatifs, c'est qu'on est quand même une équipe qui ne prend pas des masses de rebonds. Ça nous a fait extrêmement mal en 2018. En 2018, les finales face au Storm, qu'on a perdu 3-0. On avait Elena Delle Donne qui était un peu blessée et qui n'a pas su contribuer comme elle le voulait. Emma Messman qui n'était pas là cette année-là. Donc il y avait personne pour répondre à Brianna Stewart en face, faut dire la vérité. On s'est fait marcher dessus. Mais ce qui est assez frappant là-dessus, c'est qu'on s'est fait complètement manger au rebond. On était inexistant au rebond, et avec la défense que le Storm nous a mis, les shoots ne rentraient pas, et comme derrière on ne prenait pas le rebond, on ne
c'est plus faire grand chose quoi. Quand on tire et qu'on ne sait même pas avoir de deuxième chance parce que personne ne prend le rebond, ça devient compliqué. Alors en 2019, la saison passée, la situation elle s'est quand même bien améliorée au niveau de la défense. La défense était quand même moins mauvaise, même si on n'est pas du tout une des powerhouses en défense, mais je crois qu'on était sixième, donc on était average en défense. Par contre, si on regarde au niveau du rebond, on était dixième équipe de la ligue. Donc on n'est toujours vraiment pas dans les bonnes équipes au rebond. Et alors, mine de rien aussi, un point qui s'est vu à différents moments, c'est que quand on tombe face à des pivots un peu plus dominantes, on n'a rien pour y répondre. Ça s'est vu en saison régulière face à Phoenix, où Brittney Griner nous a systématiquement démolis. Ça arrive à des gens, mais voilà. Aussi en demi-finale face au E6 de Las Vegas où heureusement on a répondu en équipe, on a eu des gros matchs d'Emma Messman, on a mine de rien Eja Wilson qui a pas fait sa série, qui a été un peu inexistante, Kayla McBride sur courant alternatif, donc c'était assez compliqué. Mais par contre, Liz Cambage nous a fait une mixtape, elle a fait entre autres un Game 3 où elle nous défonce, quoi, faut dire ce qui est. Et donc encore une fois, une intérieure dominante, et on n'a pas vraiment les armes, même si bon, la Toya Sanders, elle a été au charbon, elle a fait un taf complètement fou face à Liz Cambage pour essayer d'un minimum contenir la bête, mais c'était assez compliqué. Donc voilà, je pense que ces deux points-là, ça c'est des points sur lesquels, si j'étais à la place de Mike Thibault, heureusement c'est pas le cas, mais j'essaierais sans doute d'avoir du rebond et voilà, et peut-être une présence intérieure un peu athlétique et physique qui parfois nous manque. Et ça permet de rentrer directement dans le vif du sujet parce que franchement, mon coup de cœur premier, mais il faut encore qu'elle soit disponible en 12, mais c'est Béatrice, mon premier. Je ne sais pas comment c'est, si on dit mon premier, mon premier, je ne sais pas. Mais qui descend dans les mocks récemment et qui répond vraiment à tous les besoins que je viens d'énoncer, c'est-à-dire une athlète, du rebond, du hustle, de la bonne défense, surtout au poste. Elle doit encore travailler son jeu offensif, même si ça va, elle mettait 16-17 points par match, donc elle sait faire, mais c'est encore un peu brut à ce niveau-là. Ça tombe bien, Mike Thibault il n'a absolument aucun problème à développer une joueuse et à développer son jeu offensif entre autres. Et puis à l'intérieur, entre Emma Messman et Lena Devedon, voilà, on a du scoring, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Elle peut avoir le temps de s'éclore. Il n'est pas du tout, c'est pas du tout acté qu'elle soit disponible en 12, il y a même assez peu de chances qu'elle le soit, mais elle descend vraiment dans les mocks dernièrement. Béatrice Monpremier, c'est quand même une joueuse qui, il y a un an, on en parlait comme une top 3, top 4. Derrière Sabrina Ionescu, on en parlait régulièrement comme une joueuse qui pouvait être pique en 2, en 3, en 4. Mais elle a été blessée cette saison, blessure au pied. Pour les intérieurs, des blessures au pied, c'est souvent assez problématique. Ça s'est vu dans l'histoire des grands intérieurs comme ça qui ont eu un problème récurrent, et donc ça pourrait faire peur à des gens. Bon, maintenant c'est la seule blessure qu'elle a, faudrait voir si c'est vraiment un problème. Moi j'ai pas son dossier médical fatalement, mais bon voilà, ce qui fait qu'elle descend actuellement. J'ai vu des mocks, la plupart du temps elle est quand même plutôt prévue aux places 8, 9, 10, 11. C'est rare qu'elle tombe jusque chez nous, mais je crois que j'ai vu une mock ou deux quand même où elle était même carrément second tour. Donc voilà, peu de chances qu'elle soit disponible en 12, mais j'ai quand même un certain... C'est pas un espoir, c'est-à-dire que non, j'ai pas d'espoir qu'elle soit disponible en 12, mais si elle est disponible en 12, ben voilà, joyeux Noël, quoi. C'est parfait, on la prend et ça vaut le coup de le tester. De toute façon, l'équipe a pas de gros manques, de gros besoins, et donc je pense qu'on peut clairement foncer là-dessus. Maintenant, voilà, ça c'était la question, c'est est-ce qu'elle sera disponible en 12 ? Sans doute pas.
Et alors mon deuxième choix, qui est vraiment un coup de cœur assez récent, parce que dans les premiers profils que j'avais fait, je l'avais pas vue, elle était un peu passée sous le radar, j'avais pas fait gaffe. Et puis en regardant plus récemment, je m'y suis plus réintéressé. Et là, on est sur, j'espère que je vais bien le prononcer aussi, je sais pas si, à mon avis, c'est Maikia Herbert Harrigan, qui est une ailière, qui est donc pas très grande si on veut la faire jouer poste 4, mais ça tombe bien, poste 4, on a clairement du matos, vu qu'on a Elena Deldon, Emma Messman, Maïcha Heinzallen, c'est quand même plutôt aussi une poste 4 défensive, et Tiana Hawkins, c'est une 3-4, mais comme elle shoot bien, on l'utilise assez souvent en stretch fort, en sortie de banc, donc c'est plutôt le poste 3 qui pourrait être rempli en rotation derrière Aerial Powers. Et donc là, Maikia Herbert Harrigan, donc de South Carolina, c'est de nouveau du rebond et de la défense. C'est beaucoup de longueur de bras et aussi assez athlétique. Donc elle a quand même, elle est athlétique, elle défend, elle met des contres, elle adore ça. Et elle shoot très bien à 3 points. Donc dans une équipe où on a déjà des joueuses qui aiment bien avoir la balle en main, que ce soit Elena Deldon ou alors les arrières, Tasha Cloud, plus Aerial Powers, qui est une joueuse qui aime bien avoir la balle en main aussi, et Emma, elle demande pas la balle, mais c'est triste de pas la servir tellement elle est bonne au poste. Avoir une joueuse qui sait défendre et rentrer des shoots, ce serait juste parfait. Elle, il y a quand même plus de probabilité qu'elle soit disponible en 12. Donc j'espère, même s'il y a quand même pas mal de mocks, elle c'est l'inverse, elle est en train de monter dans les mocks. Et donc il y a 2 semaines, on la mettait souvent dans notre range, voire début de second tour. Et là maintenant, elle est plutôt en train de monter un peu plus haut. Donc j'espère vraiment qu'elle sera disponible en 12 parce que voilà, ces deux joueuses-là sont vraiment mes deux coups de cœur. On n'a pas parlé de Bella Alary non plus, mais elle, j'ai vraiment fait une croix dessus. Je pense vraiment qu'elle sera choisie avant nous. J'ai fait son profil, donc vous pouvez de nouveau aller lire sur Twitter. Je vais pas m'étendre dessus. Et donc le dernier choix qui me semblerait plausible, si ni Maikia Herbert Harrigan ni Béatrice Montpremier sont disponibles, ce serait donc Joyner Holmes. C'est elle qui est pressentie aux Mystics dans la mock sur le site swishswish.net. Parce que dans cette mock-là, fatalement, les joueuses dont je parle sont déjà choisies. Et alors, Joyner Holmes, on est sur aussi une ailière forte, poste 3-4. Là aussi, de la défense, du rebond. C'est une passeuse assez sous-estimée. Maintenant, elle, c'est quand même plus un projet à long terme parce qu'au niveau du shoot, c'est pas évident. Maintenant, c'est une joueuse besogneuse qui travaille, qui progresse petit à petit. Donc, typiquement le genre de profil que Mike Thibault pourrait apprécier pour le garder en couveuse et le mettre. Donc, par défaut des autres joueuses, si on la sélectionnait elle, je ne serais pas du tout déçu. Je pense que c'est une bonne joueuse, c'est une bonne mentalité. Maintenant, voilà, il y a quand même la question de son shoot qui actuellement est vraiment pas terrible, donc il devra se travailler, mais la question qu'on pourrait se poser alors c'est pourquoi conserver Maïcha Heinzallen, qui donc a été draftée il y a 2 ans, en 2018, et qui a un peu le même profil en fait. C'est-à-dire il y a aussi de la défense, du rebond, et un shoot pas terrible actuel. Donc il y a au final les mêmes qualités, les mêmes défauts, un peu sur le même poste. Et donc on pourrait se poser la question, à moins que du coup ce soit se dire, on se rend compte que Maïcha peut-être elle plafonne et donc elle rentre plus dans les plans du coach. Mais on est quand même sur une joueuse, là, Joyner Holmes, qui pourrait rentrer un peu dans le cadre, et donc voilà. Donc c'était un peu les 3 profils dont j'avais vraiment envie de parler parce que c'est vraiment les filles que je voudrais bien voir rentrer dans l'équipe. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Après, il y a d'autres joueuses dont j'ai parlé dans les profils
qui sont à des places assez différentes dans les drafts. On voit Thea Cooper, on voit Crystal Dangerfield, on voit Kaya Gillespie aussi, qui sont trois joueuses qui ont des intérêts, qui pourraient rentrer pas trop mal dans l'équipe au final, l'une comme l'autre. Maintenant, voilà, moi mon espoir c'est vraiment que ces joueuses-là, elles montent, qu'elles soient sélectionnées avant et qu'elles permettent qu'une des trois joueuses mentionnées soit disponible chez nous. Alors de toute façon, comme je le disais, Mike Thibault n'en fera sans doute qu'à sa tête. Il nous sortira sans doute une joueuse dont ni vous ni moi n'a jamais entendu parler, qui était projetée milieu de troisième tour et dans 3 ans on se rendra compte que c'est une star et que personne ne l'a vu venir. Mais voilà, c'était pour faire un petit point sur cette pique de draft. Donc la draft c'est vendredi. Ça fait plaisir d'avoir un peu d'actu, hein, de choses qui bougent en temps réel, parce que là on regarde des vieux matchs, on fait des portraits, on discute de choses, mais un peu d'actu et de se remettre dans le sportif, c'est intéressant, même si on ne sait pas trop ce que va donner la saison qui arrive. Mais voilà, vendredi, la draft, on sera devant, il y aura des comptes rendus. Sans doute par la suite, moi je serai devant, j'espère, et on en discutera. Et vous, n'hésitez pas à me dire, à commenter un peu les choix que vous voyez pour vos équipes, hein, parce que moi, fatalement, je discute pas trop des autres équipes, euh, parce que voilà, j'essaie d'être vraiment focus sur les Mystics, mais il y a des joueuses qui, je pense, peuvent avoir des intérêts dans d'autres équipes. Bella Alari dont on a parlé, qui est une bonne ailière que je vois tout à fait potentiellement aller chez Phoenix en pick 10. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Moi je vous donne rendez-vous de toute façon vendredi. À mon avis, je sortirai un 3e épisode de la semaine ici, je sais pas encore quand, mais on va faire ça de la semaine. Et puis voilà, on en discutera. Je vous dis bien bon après-midi à tous, si c'est l'après-midi chez vous, profitez du soleil tant qu'il y en a. Et de toute façon, on se retrouve pour discuter basket ou autre chose sur les réseaux. Allez, à bientôt, ciao.